Bien, bonjour, bonjour à tous. Vous êtes dans le module abdominal, c'est ça? Et donc, moi, je m'appelle Jean-Michel Correas et avec Christophe Aubé, m'a demandé de venir vous parler donc des lésions rénales que l'on rencontre lors de cette échographie abdominale, ainsi que la pathologie des gros vaisseaux, qui est sûrement un des sujets passionnants que l'on peut rencontrer. Alors, on va commencer par la partie rénale. Par contre, je ne sais pas comment on switch. On fait portable peut-être. Tac. Oh là là, je suis génial. Ah non, mais ça fait plaisir quand ça marche. Donc voilà cette partie. Donc on va faire à peu près 3/4 d'heure sur la partie rénale et puis une trentaine de minutes sur l'écho-anatomie des vaisseaux parce que je pense que c'est très important et on va se concentrer non seulement sur la partie anatomie mais aussi sur une pathologie qui est assez fréquente et pour laquelle l'échographie joue un rôle important, c'est le diagnostic de l'angor mésentérique. Alors, donc déjà, cette partie rénale, vous savez aujourd'hui qu'évidemment l'échographie joue un rôle essentiel pour l'approche de la pathologie rénale. C'est l'examen de première intention qui est réalisé dans bon nombre d'explorations de l'abdomen et du rein. Et on pense trop souvent que cet examen joue un rôle qui est négligeable. En fait, il faut savoir que cette échographie, prend une place considérable pour le diagnostic du cancer du rein, puisque on trouve un cancer du rein quasiment aujourd'hui dans 1% des échographies abdominales et que 80% des cancers du rein aujourd'hui sont découverts de façon complètement fortuite pour une raison indépendante sur un examen d'imagerie. Alors l'échographie bien sûr, mais ça peut être aussi un scanner, une IRM pratiquée pour une raison complètement différente de celle du rein. Donc c'est tout à fait important et grâce à ça, eh bien, la taille moyenne des tumeurs du rein que l'on détectait il y a une quinzaine d'années, qui était entre 9 et 12 cm, eh bien, aujourd'hui est entre 5 et 7 cm. C'est une évolution considérable parce que quand la tumeur est plus petite, elle est souvent de grade inférieur, le bilan d'extension est plus souvent négatif, le risque de métastase est inférieur et on réalise de plus en plus souvent des tumorectomies, ce qui permet de sauver le rein. Et aujourd'hui, on a montré que l'ablation d'un rein, c'est un facteur de comorbidité vasculaire, comme l'hypertension, comme la dyslipidémie. Donc c'est tout à fait important de garder les deux reins quand on peut. Et évidemment, cette détection du cancer du rein joue un rôle majeur. Deuxième point, les 30% aujourd'hui des tumeurs que l'on détecte mesurent moins de 3 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté de la chirurgie et de la tumorectomie chirurgicale, aujourd'hui on réalise de plus en plus d'ablation de tumeurs du rein, soit par radiofréquence, soit par micro-ondes, soit par cryothérapie. Donc on a tout un arsenal de techniques pour traiter le cancer du rein quand il est petit, avec des taux de succès pour les petites tumeurs qui dépassent 90 à 95%, et à Necker en particulier. Donc on a traité plus de 550 tumeurs du rein aujourd'hui par cette technique. Donc c'est tout à fait essentiel de détecter une petite tumeur. Ce n'est pas simplement une question de bilan d'extension ou de grade inférieur, c'est aussi une approche thérapeutique complètement différente. Parallèlement, évidemment, l'échographie ouvre des perspectives en matière d'imagerie fonctionnelle et thérapeutique, pour le guidage en particulier de ces techniques d'ablation percutanée. Alors, évidemment, cet examen, vous le connaissez, vous l'avez sûrement déjà pratiqué, vous allez certainement le pratiquer. C'est un examen assez banal. Le rein droit s'aborde par voie latérale ou antérolatérale. On peut utiliser le foie comme fenêtre acoustique. Et il ne faut pas hésiter à prendre une incidence intercostale pour le rein droit, pour le pôle supérieur. Pour le rein gauche, c'est un abord qui est plus postérolatéral en raison de la présence de l'angle colique gauche. Et donc, on va regarder soit par voie antérieure en dedans du côlon gauche, soit au contraire par voie postérieure pour bien l'examiner. Et je vous rappelle que l'examen du rein, ce n'est pas que l'examen du rein. Il faut aussi regarder l'appareil collecteur et donc les tiges calicielles,
le bassinet, l'urtère et bien évidemment la vessie aussi. Donc la vessie fait partie de l'examen du rein et des voies urinaires. Donc voilà la position, vous voyez, qui permet d'accéder au rein dans de bonnes conditions. Ici, par voie intercostale postérieure, ici par voie transversale antérieure, et là pour le rein gauche, vous voyez, par voie postérieure, avec une sonde qui est dans l'axe des espaces intercostaux, ici par voie transversale postérieure. Alors toutes les modalités interviennent, hein, que ce soit dans le foie ou dans le rein. On va utiliser les techniques qui sont dites de mode B en harmonique tissulaire, avec ces petits plus que sont l'imagerie composite, avec les techniques Doppler qui évidemment vont améliorer la détection de la vascularisation des tumeurs et de la pathologie vasculaire rénale. L'imagerie de contraste joue un rôle qui est certain. Alors voilà un exemple assez simple d'imagerie standard en mode B conventionnel. Bonjour. Et vous avez ici l'amélioration que peut apporter l'imagerie harmonique avec les modes composites. Vous voyez, on voit beaucoup mieux ici ce kyste parapiélique qui est développé en avant, qu'il ne faudra pas confondre bien évidemment avec une dilatation des cavités piélo-calicielles. Vous voyez que le côté anéchogène, homogène est bien mieux visible et on a une bien meilleure capacité de diagnostic. Alors voilà l'image typique de ce rein. Alors vous avez ici évidemment en position, il est juste en arrière, c'est un rein droit, juste en arrière du foie. Et vous avez ici l'image du cortex. Vous voyez que le cortex c'est à peu près aussi échogène ou un peu moins échogène que le parenchyme hépatique. Et on a les pyramides ici qui sont visibles et qui peuvent être qui peuvent être extrêmement variables, parfois très proéminentes, surtout chez le sujet jeune, et qu'il ne faudra pas confondre évidemment avec une tumeur rénale. Et au centre, on a ce sinus qui est hyperéchogène, qui là aussi est peut-être de taille, d'épaisseur et d'écostructure assez variable. Alors, cette échogénicité, comme je le rappelais, par rapport au foie, eh bien, pour le cortex, elle est supérieure. C'est-à-dire que normalement, le cortex est plus échogène, plus hyperéchogène que le foie, ce qui fait qu'évidemment, en cas de stéatose, on va avoir une inversion de ce gradient cortico-hépatique. Et le cortex est plus échogène que la médulaire. La médulaire, ça forme ces espèces de petites boules hypoéchogènes qui se développent à la jonction avec le sinus. Mais bien évidemment, ce cortex est moins échogène que la graisse rétropéritonéale ou que la graisse du sinus. Et ça, c'est un élément tout à fait important que vous allez évaluer, sachant que la perte de la différenciation corticomédulaire ou parenchymo-sinusale est un critère de néphropathie chronique. La capsule rénale, on ne la voit pas, donc on ne la cherche pas. Alors cette médulaire hypoéchogène, vous savez, c'est ces pyramides de Malpighi que vous voyez ici, qui sont ces boules hypoéchogènes. Je vais essayer peut-être d'arrêter la boucle. Non, ben ça, j'y arriverai pas. Voilà, juste sur une pyramide. Hop, voilà. Vous en avez ici deux. Vous voyez que ces pyramides, elles peuvent faire saillie dans le sinus. Hein, vous voyez, ça forme ces espèces de formations arrondies hypoéchogènes. Elles ont typiquement une forme un peu triangulaire à base externe, comme celle-là, parfois un petit peu plus arrondie selon le plan de coupe. Alors l'épaisseur du cortex, on ne le mesure pas typiquement, ça se fait beaucoup à l'œil, et on peut mesurer ce qui s'appelle l'index cortical, qui va entre le bord postérieur de la pyramide, ou côté parenchymateux, jusqu'à la capsule rénale, et ça mesure typiquement entre 13 et 16 mm, et la valeur pathologique, c'est moins d'1 cm. Moins d'1 cm, c'est certainement pathologique. Alors, il y a beaucoup d'erreurs dans ces mensurations de reins et il faut retenir que c'est pourtant un des moyens les plus utilisés pour le diagnostic des néphropathies chroniques. En effet, quand il existe une néphropathie chronique, le rein va s'atrophier et va diminuer en hauteur. Alors on peut mesurer différents axes. Et ce qu'il faut, c'est mesurer le rein dans ce plan bivalve, c'est-à-dire qu'on voit ici la valve inférieure du sinus, la valve supérieure du sinus, et sur cette courbe grand axe, le rein doit mesurer plus de 11 cm normalement. Alors la valeur pathologique, là aussi, c'est autour de 10 cm, ça dépend de la taille. Hein. Les sujets qui sont très grands, en général, ont des reins qui sont plus hauts. Mais retenez, quand le rein mesure moins de 10 cm, c'est une valeur pathologique. Et quand vous trouvez moins de 11 cm, vous devez répéter la mesure en essayant de changer discrètement l'angle de la sonde, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on coupe le rein dans un petit axe, et vous devez rechercher le grand axe, la valeur maximale. Et c'est cette valeur maximale qui est notre repère.
L'échoanatomie comprend bien évidemment aussi cette plage centrale qui est le sinus, qui est hyperéchogène, qui est homogène, mais qui est extrêmement variable, vous allez le voir, en fonction de la situation du rein. L'écostructure va dépendre de la fréquence de la sonde, le calibre des vaisseaux qu'elle contient, le volume de la graisse, l'architecture du tissu adipeux et l'importance du système collecteur. Donc tous ces éléments vont modifier l'écostructure du sinus. Et donc on utilise très peu cette écostructure du sinus pour le diagnostic. La taille du rein est variable, je vous l'ai dit. On peut utiliser certains rapports, comme la longueur du sinus divisée par la longueur du rein, qui doit être inférieure à la moitié. Bon, enfin, en pratique, ce n'est pas du tout le critère qu'on utilise. On utilise la hauteur maximale du rein sur un plan bivalve, sur une coupe qui est dite bivalve. Alors voilà quelques aspects très variables de reins normaux. Vous voyez ici un rein où il y a une différenciation corticomédulaire qui est particulièrement prononcée, avec des médulaires très hypoéchogènes. Ici, au contraire, on la voit beaucoup moins bien et on a un sinus qui est beaucoup plus abondant. Ici, un rein pour lequel le sinus est extrêmement limité, beaucoup plus limité. Et ici, un rein pour lequel le sinus abondant est traversé par des éléments. Et il faudra faire très attention de ne pas confondre la dilatation des cavités pilocalicielles avec des structures veineuses. En effet, ici, ce sont des veines et c'est très difficile de faire la différence. Le moyen le plus rapide de s'en assurer, c'est juste d'appuyer sur la touche Doppler couleur et vous allez voir, les veines du rein s'allument et vous faites immédiatement le diagnostic. Parce que ces veines ont aussi une architecture qui se branche en dichotomie radiaire, et donc vous pouvez confondre cet aspect-là avec une petite dilatation des cavités pilocalicielles. Alors le Doppler joue un rôle tout à fait essentiel dans l'exploration de l'appareil urinaire. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Déjà, comme je viens de vous dire, pour différencier une dilatation des cavités pilocalicielles modérée de structure veineuse, mais aussi pour repérer, par exemple, un petit calcul grâce à l'artefact de scintillement. C'est un artefact qu'on utilise très couramment. Surtout quand les calculs sont mal visibles ou de petite taille, eh bien, on utilise cet artefact. Vous voyez, c'est tout à fait typique, cet artefact de scintillement. Et vous voyez même que là, on peut affirmer, grâce à la présence du jet urétéral, que ce calcul qui est dans l'urtère terminale gauche n'est pas obstructif. Non pas parce que ce n'est pas dilaté, mais surtout parce qu'on voit très bien le jet urétéral qui traverse le calcul. Et on retrouve évidemment cet artefact de scintillement. Donc cette technique de l'artefact de scintillement, c'est une manière très élégante de faire le diagnostic de calcul. Alors il y a quelques faux positifs dans le rein. Alors je vous les donne. Les faux positifs, ce sont les calcifications que l'on peut avoir dans le sinus du rein. Et parmi ces calcifications, ce sont les calcifications vasculaires qu'on a le plus souvent. En effet, quand on a, surtout chez les patients diabétiques et très athéromateux, on peut avoir des calcifications, soit de l'artère rénale terminale, soit de ces branches de division segmentaire. Eh bien, ces calcifications, qui sont aussi des matériaux très hétérogènes, vont entraîner un décalage en fréquence et donc apparaître sous forme de cet artefact de scintillement. Chez les patients qui sont sondés, il faut savoir qu'on peut avoir des bulles d'air qui peuvent remonter dans la voie excrétrice, ou chez les patients qui ont eu des manœuvres endo-urétérales par voie rétrograde, on peut avoir des petites bulles d'air dans la voie excrétrice, et ces petites bulles d'air peuvent aussi donner ces artefacts de scintillement. Alors, bien évidemment, l'examen Doppler de l'artère rénale ne fait pas partie de l'examen que vous allez réaliser et je comprends très bien que ce ne soit pas le but primaire. Mais il ne faut pas hésiter à se former sur cette partie rénale, sur cette technique d'apprentissage qui nécessite une certaine expérience, mais qui, vous verrez, vient assez rapidement et vous serez capable de repérer ici cette sténose juxta-ostiale de l'artère rénale. Ici, vous avez l'aliasing que vous avez bien repéré et puis l'accélération des flux que l'on va pouvoir repérer grâce au mode Doppler pulsé. Je vous rappelle, c'est toujours le mode Doppler pulsé qui fait le diagnostic de sténose, ce n'est pas le Doppler couleur. Ici, vous avez des exemples d'aspect normal, un aspect normal sur l'artère rénale droite, et ici, avec cet aspect en moustache, très habituel de l'artère rénale droite et de l'artère rénale gauche, avec des spectres qui sont normaux. Mais le Doppler ne fait pas directement partie de notre topo. Alors, le Doppler de puissance, ou le Doppler énergie, comme on l'appelle, peut améliorer la détection des petits flux ou des flux très lents dans le cortex rénal ou dans le parenchyme rénal. En pratique, on l'utilise assez peu, tout simplement parce qu'on perd l'information hémodynamique. On ne sait pas ni ce qui va dans un sens ni ce qui va dans l'autre, à moins d'utiliser un Doppler puissance directionnelle. Hein, c'est cette image ici à droite.
Ici, c'est un Doppler puissance conventionnelle. Et d'autre part, on perd aussi les anomalies hémodynamiques. S'il y a une sténose, il n'y a pas d'aliasing, donc on ne voit pas les anomalies hémodynamiques. Donc, en pratique, je dirais qu'on l'utilise très peu. Surtout, les bonnes machines aujourd'hui ont un Doppler couleur qui est aussi sensible, ou presque aussi sensible, que les techniques de Doppler de puissance. Donc, finalement, assez peu d'intérêt et quelques inconvénients. On peut utiliser aussi de nouvelles techniques de Doppler, comme vous avez ici, avec des sondes linéaires haute fréquence. Vous avez vu cette résolution que l'on peut obtenir. Ici, c'est une toute petite nécrose patchy chez un patient qui a un rein transplanté. Ça, évidemment, c'est la seule technique qui nous permet de voir ces petites anomalies. Vous voyez que cette anomalie n'a pas a le même aspect ou la même écostructure en mode B que le parenchyme adjacent. Enfin, vous pouvez me croire sur parole. Et pourtant, c'est le diagnostic d'une nécrose corticale débutante, c'est-à-dire un processus qui va aboutir très rapidement, en quelques heures à quelques jours, à la destruction du rein transplanté. Souvent, ce sont des rejets qui sont particulièrement sévères. Donc, ces techniques d'analyse de la microvascularisation sont tout à fait intéressantes pour la perfusion rénale, pourquoi pas aussi pour la torsion testiculaire, l'examen des flux intratumoraux. Alors, le calcul rénal pose un problème particulier. Le calcul rénal, on disait jusqu'à il y a quelques années, on ne peut pas avoir de calcul du rein, en tout cas du sinus du rein, de moins de 5 à 6 mm, tout simplement parce que le calcul, c'est hyperéchogène, et c'est au sein d'une graisse sinusale qui est hyperéchogène. Donc il faut vraiment que ce calcul soit gros pour avoir ce cône d'ombre. Hein. Vous savez que le calcul, c'est une interface hyperéchogène avec un cône d'ombre. Et pour voir ce cône d'ombre, il faut que le calcul soit significativement gros, c'est-à-dire au-delà de 6 mm. Donc on dit, on ne voit pas les microcalculs. Et même, on peut avoir une graisse qui est très hyperéchogène et qui va simuler un calcul, tout simplement parce qu'elle va donner aussi un artefact de cône d'ombre. Donc le diagnostic est compliqué. Alors aujourd'hui, avec le Doppler couleur, les choses ont beaucoup changé. Donc vous voyez ici une image qui peut-être n'aurait pas attiré votre attention, qui en tout cas ne présente pas de cône d'ombre. Alors vous vous dites, tiens, est-ce un calcul, est-ce autre chose? Eh bien, vous allumez votre Doppler couleur et regardez, vous avez cet artefact de scintillement juste en regard qui permet d'affirmer qu'il s'agit bien d'un petit calcul. Alors, de temps en temps, on peut positionner une fenêtre Doppler pulsée. Et vous voyez qu'on a des artefacts qui sont tout à fait typiques, en stries, qui traversent l'ensemble, l'intégralité du spectre. Et donc, cet aspect-là peut conforter. En pratique, le Doppler couleur suffit largement. De temps en temps, on est amené à augmenter la PRF, vous voyez, pour effacer un peu les vaisseaux du sinus et être certain qu'il s'agisse bien de l'anomalie que l'on visualise. Il y a aussi maintenant sur les machines modernes la possibilité de travailler en mode double image. Sur un côté de l'image, de l'écran, vous avez le mode B pur et sur le côté droit, vous avez le mode duplex avec le Doppler couleur et le mode B. Et comme ça, vous pouvez être certain de bien superposer les anomalies que l'on voit en mode B et en Doppler couleur. Un tout petit mot sur la surrénale. La surrénale, vous pensez peut-être que la surrénale, c'est impossible à voir en échographie. En fait, la surrénale normale, bien entendu, je parle. Eh bien, la surrénale normale, je dois vous dire, on la voit très bien à droite. Il y a eu des études, entre 88 et 90% des surrénales normales sont visibles à droite. Ça, c'est très important. Vous avez ici un exemple tout simple, avec une machine qui est déjà un peu ancienne, où on voit très bien les deux bras, le bras antérieur de la surrénale, le bras postérieur, on voit même la partie initiale du corps, juste en arrière de la veine cave inférieure et du parenchyme hépatique. Donc évidemment, il faut bien régler sa machine, mettre la zone de focalisation en regard de l'anomalie. Et vous avez ici la corrélation, c'est un autre patient, mais la corrélation avec l'examen tomodensitométrique, juste pour vous rappeler que c'est exactement la même anatomie que l'on a entre le scanner et la surrénale. À gauche, c'est beaucoup plus difficile. Alors à gauche, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas l'interface acoustique que représente le parenchyme hépatique. Et donc, on les voit, les surrénales normales, je dirais, dans un cas sur 3, un cas sur 4, un cas sur 3, 25 à 30% des cas. Mais surtout, on les voit quand elles sont pathologiques, parce que vous allez voir ce nodule surrénalien, quand il dépasse 15-20 mm, on le voit très bien. Et donc, ça permet d'englober la surrénale dans notre examen rénal. Alors, anatomiquement,
On va passer aux urtères. Ces urtères aujourd'hui, on distingue trois parties. L'urtère lombaire, qui est le plus souvent inaccessible, l'urtère sacro-iliaque, quand il va passer en avant des vaisseaux sacro-iliaques, et l'urtère pelvien dans son segment distal. Alors l'urtère s'examine à un autre niveau, c'est au niveau du pôle inférieur du rein. Quand il est dilaté, on voit ce tuyau en regard du pôle inférieur du rein. Ensuite, vous allez examiner le croisement iliaque et rechercher l'urtère sacro-iliaque. Et enfin, vous allez regarder l'urtère dans son segment distal au niveau de la jonction urétéro-vésicale. Sinon, l'urtère est très profond, il est masqué par les interpositions gazeuses digestives et on ne le voit pas typiquement, qu'il soit quand il est pathologique. L'urtère normal ne se voit quasiment pas, ou pas du tout, sauf peut-être dans le segment intra-vésical, dans la paroi vésicale. Alors, je vous montre ici un exemple tout à fait typique, un peu ancien avec cette urographie intraveineuse, qu'aujourd'hui on ne fait quasiment plus, avec cette lacune urétérale. Et vous savez que quand on voit une lacune, ça peut être un calcul, ça peut être aussi une petite tumeur de la voie excrétrice. Donc ce qu'il faut chercher, bien évidemment, c'est quelle est la nature de cet obstacle. Et vous voyez que cet obstacle siège juste au niveau du croisement avec les vaisseaux iliaques. Sur l'échographie simplex, évidemment, on retrouve la dilatation des cavités piélo-calicielles, du bassinet et ici de la portion initiale de l'urtère. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si on se place au niveau du croisement iliaque, vous avez l'artère ici, la veine là, et vous voyez qu'il y a un troisième tuyau, que ce troisième tuyau est verticalisé. Et ce troisième tuyau va passer et croiser en cravate la partie antérieure de l'artère iliaque. Et vous voyez juste après une image hyper échogène avec un cône d'ombre. C'est l'aspect typique du calcul urétéral, juste au niveau de la cloison. Alors, une fois qu'on a vu ça, j'ai voulu remettre dans ce cours quelques pièges, quelques fautes qu'il ne faut pas faire, quelques erreurs qu'il ne faut pas commettre. Alors d'abord, voilà cette image. Vous avez une image qui est pas mal, de qualité acceptable, et vous voyez, avec un rein de 86 mm. Quelle est l'erreur à ne pas commettre? Eh bien évidemment, c'est de dire la taille du rein est diminuée. Il mesure 86 mm de diamètre, de hauteur, je veux dire. 86 mm de hauteur. Pourquoi? Parce qu'il suffit là que vous repreniez votre examen. Vous allez essayer de faire varier l'angle d'étude du rein. Et vous allez pouvoir retrouver un rein, c'est le même patient, quelques secondes plus tard. On a juste tourné la sonde et vous voyez, le rein fait maintenant 104 mm. Donc ici, c'est un rein normal. Là, ça va peut-être déboucher sur une ponction biopsie rénale tout à fait inutile. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas faire le diagnostic de petit rein par excès parce qu'il y a derrière toute une série, toute une prise en charge, des prises de sang, voire même une biopsie rénale. Donc c'est tout à fait important, vous devez être certain de votre mesure de hauteur rénale. Malheureusement, je dirais qu'il y a quasiment 10 à 15% aujourd'hui des patients qui nous arrivent avec des diagnostics de petits reins qui n'en sont pas. Donc c'est un problème. Donc ça, c'est le faux diagnostic de petits reins. Alors je vous montre un petit peu la séquence. Donc on a ici notre petit rein, on va tourner la sonde, vous voyez, ça allonge un petit peu plus le rein, ici il est passé à 91 mm, et puis enfin on finit par tourner et on arrive à 103, 104 mm. Ce qui compte, c'est toujours la valeur maximale, parce que en faisant tourner, on va agrandir la hauteur rénale, puis après, évidemment, vous allez recouper le rein dans l'autre sens et la hauteur rénale va diminuer. Donc ce que vous devez garder, c'est toujours la valeur maximale de votre mouvement. Deuxième piège, et vous avez vu que je suis en train de le biopsier, puisque c'est la trace de l'aiguille, c'est la visibilité de l'aiguille avec l'artefact de pointe de l'aiguille. C'est le diagnostic de rein normal. 103 mm, vous vous dites, bah oui, 103 mm, c'est un rein normal. Et pourtant, regardez bien, ce rein, son cortex, est aussi échogène, ou même plus échogène que le sinus. Je vous ai dit, le cortex rénal est hypoéchogène par rapport au sinus du rein. Il est hyperéchogène par rapport à la médulaire, mais hypoéchogène par rapport au sinus rénal. Et donc là, le piège, évidemment, c'est le faux diagnostic de rein normal. Tout ça parce que vous êtes content, vous avez bien angulé, vous avez bien mesuré, 103 mm, vous êtes tranquille et vous dites le rein est normal. Non,
Sa hauteur est normale, mais son écostructure est profondément anormale. C'est une néphropathie chronique du VIH. Donc voilà, comme ça vous avez en plus le diagnostic. Voilà encore un exemple. Donc un rein qui paraît tout à fait beau avec des structures tubulaires, possiblement des veines, et puis vous êtes ennuyé par cette petite image. Et cette image ne doit pas vous conduire évidemment à faire le diagnostic de tumeur du rein. Et évidemment, vous ne devez pas confondre ces structures tubulaires avec la dilatation modérée des cavités pyélocalicielles. Là, que faut-il faire? Appuyez sur la touche Doppler couleur et vous aurez la réponse immédiatement. D'accord? Donc c'est un bon réflexe. Alors un petit peu plus difficile peut-être. Voilà cette image, vous faites votre échographie rénale et, alors j'ai durci un petit peu l'image pour faire ressortir ce qui est blanc plus blanc et ce qui est noir un peu plus noir. Et vous avez des boules dans le sinus du rein. Et là, qu'est-ce que vous allez dire? Kyste parapiélique, c'est très très bien. Je vois que vous êtes déjà des champions d'échographie rénale. Alors, là, évidemment, il ne faut pas confondre cet aspect-là avec celui de dilatation modérée des cavités pyélocalicielles ou dilatation des cavités pyélocalicielles. Alors, comment vous le savez? Il y a deux trucs qui vous permettent de savoir. La première chose, c'est que ces cavités ne se branchent pas. Donc, elles ne se branchent pas, elles ne sont pas réunies. Deuxième point, vous voyez que le bassinet n'est pas dilaté. Si on avait une dilatation de l'ensemble de ces tiges calicielles, il y aurait certainement une dilatation du bassinet, et il n'y a pas de dilatation du bassinet. Alors il peut y avoir dans certains cas une agénésie du bassinet, et l'urtère peut partir directement de ces tiges calicielles dilatées. Et troisième point, regardez bien, ici vous avez la médullaire du rein. En cas de dilatation des cavités pyélocalicielles, eh bien, le pied de la papille, c'est-à-dire la portion toute initiale de la tige calicielle, donc de la dilatation, naît en regard de la médullaire. Or, vous voyez très bien que ici, ça ne naît pas en regard. Ici, ça naît de ce côté un petit peu à gauche, à ma gauche. Ici, vous voyez que c'est sans rapport avec la médullaire qui est ici. Et donc, on n'a pas de relation anatomique normale entre la médullaire et juste en regard la tige calicielle dilatée, ce qui est le cas normalement en cas de dilatation des cavités pyélocalicielles. Donc évidemment, là, on ne parlera pas de dilatation des cavités pyélocalicielles pour ces trois arguments que je vous ai cités. 1, les cavités sinusales ne se branchent pas. 2, il n'y a pas de dilatation du bassinet. 3, ces tiges ou ces images liquidiennes ne se branchent pas sur la médullaire. Alors évidemment, de temps en temps, le diagnostic est plus difficile et on peut être amené à réaliser un examen tomodensitométrique ou même par IRM. Et ce qu'on voit très bien, c'est que les tiges calicielles, en fait, sont refoulées, un petit peu écrasées par ces kystes parapiéliques. On voit très bien aussi que ces kystes parapiéliques ne se positionnent pas en regard de la médullaire. D'ailleurs, on voit très très bien cet aspect-là. Et cet aspect, il est tout simplement anatomique et il permet donc de faire le diagnostic correctement. Voilà une coupe transversale de rein et vous tombez sur une tumeur. C'est une boule. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette boule? Eh bien, ce n'est pas une tumeur du rein. Pourquoi? Eh bien, regardez bien, c'est une lésion qui a exactement la même écostructure que le cortex rénal. Si vous étudiez sa vascularisation, elle va border de façon homogène et régulière cette formation tissulaire. Et de temps en temps, on peut même avoir une pyramide qui peut être ectopique dans cette hypertrophie d'une colonne de Bertin. Donc ça, c'est simplement une hypertrophie d'une colonne de Bertin, c'est-à-dire une hypertrophie corticale. Donc c'est pour ça que l'écostructure est identique à celle du cortex. Mais méfiez-vous de ces aspects, parce que de temps en temps, l'aspect de cette hypertrophie de la colonne de Bertin peut être extrêmement trompeur. Et il faut savoir que certains cancers qui sont développés dans le centre du rein, comme les carcinomes de Bellini, sont particulièrement agressifs. Et donc, rater ce diagnostic de cancer agressif du sinus du rein, c'est embêtant. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez le moindre doute, à faire une échographie de contraste, parce que l'échographie de contraste va vous montrer une similitude, une cinétique strictement identique de rehaussement entre la pyramide et le cortex rénal. Et au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire un examen tomodensitométrique ou par IRM. Et on retrouve cette saillie parenchymateuse, et vous voyez qu'elle a exactement la même densité
que le parenchyme adjacent. Alors, je vous mets cet exemple. Ici, vous avez cette saillie. Vous faites le Doppler. C'est parfaitement régulier. Ça a la même écostructure que le cortex rénal. Et vous êtes très content et vous dites, ça, c'est une hypertrophie d'une colonne de Bertin. Ici, c'est un rein qui a été opéré. Et on a ici une formation arrondie qui a la même écostructure que le cortex rénal. On met le Doppler couleur, vous voyez, c'est bien branché de chaque côté, ça pénètre régulièrement des deux côtés. Et pourtant, voilà l'échographie de contraste. Voilà l'échographie de contraste. Vous voyez que c'est beaucoup plus hyperéchogène, ça prend beaucoup plus le contraste que le parenchyme rénal adjacent. Celle-là n'est pas une tumeur rénale, c'est bien une hypertrophie d'une colonne de Bertin. Celle-là est un cancer du rein à cellules claires. Donc méfiez-vous, l'aspect peut être trompeur et n'hésitez pas à utiliser d'autres outils ou alors en cas de doute, si vous n'arrivez pas à faire le diagnostic, faites appel au scanner. Alors toujours dans les erreurs à ne pas commettre, vous voyez cette image hyperéchogène située dans le parenchyme rénal, dans la partie profonde du cortex, et vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est? Alors j'entends à gauche, ils sont très très forts là à ma gauche. Alors, est-ce que c'est un angiomyélipome? Eh bien non, non. Voilà pour une fois, hein. Ils ont répondu juste à toutes les précédentes questions. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement de la graisse du sinus qui est invaginée. Et vous allez voir comment on fait ce diagnostic. Alors déjà, quand on voit une tumeur hyperéchogène, on ne dit jamais angiomyolipome. Ça c'est un point extrêmement important. Quand vous voyez une tumeur hyperéchogène, vous dites une lésion qui est susceptible d'être un angiomyélipome, mais nécessite un contrôle tomodensitométrique, pas IRM, scanner. Il faut faire un scanner, parce que le scanner est le meilleur outil pour aller détecter la graisse macroscopique que l'on voit dans l'angiomyélipome. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Regardez, on va tourner la sonde. Et quand on tourne la sonde, regardez, on voit très bien la graisse du sinus qui vient ici s'invaginer dans le parenchyme. C'est un aspect qui est assez banal. Là, j'ai pris une image fixe. Je vous aurais montré une boucle, évidemment. Vous n'auriez pas fait du tout ce diagnostic et vous m'auriez dit c'est simplement de la graisse sinusale, parce que vous êtes très fort aujourd'hui. Donc, toutes les lésions hyperéchogènes ne sont pas des angiomyélipomes. Ça peut être de la graisse sinusale. Et de toute façon, quand vous voyez une lésion hyperéchogène, vous ne dites pas angiomyolipome. Et pourtant, là, vous faites cet examen, il y a une toute petite image hyperéchogène. Et là, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je ne sais pas et je demande un autre examen, par exemple un scanner. Et ça, c'est l'aspect typique d'un cancer du rein à cellules claires. Le cancer du rein à cellules claires, malheureusement, est hyperéchogène dans plus des 3/4 des cas, surtout quand il est de petite taille. Et il peut être très hyperéchogène. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Une petite tumeur hyperéchogène, ce n'est pas forcément un angiomyélipome. Alors après, elle peut être très, très, très hyperéchogène. Vous voyez que celle-là, quand même, n'est pas si hyperéchogène que ça quand vous la comparez à la graisse, mais elle est quand même nettement hyperéchogène. Ça dépend aussi de la fréquence et des machines, de la fréquence de la sonde et des machines que vous utilisez. Mais méfiez-vous, une petite tumeur hyperéchogène n'est pas toujours un angiomyélipome et de toute façon, c'est le scanner qui fait le diagnostic. Alors pour terminer, il ne faut pas oublier que l'aorte abdominale fait absolument partie de votre examen, que l'aorte abdominale va tuer beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que le cancer du rein et donc vous devez absolument examiner l'aorte abdominale dans l'examen de l'abdomen. Même si elle est rétropéritonéale, bien entendu, ça vous évitera de rater l'anévrisme de l'aorte abdominale qui ici fait déjà 6 cm et il est de découverte complètement fortuite. Donc ce diagnostic d'anévrisme de l'aorte abdominale, c'est un diagnostic essentiel. Alors finalement, quand on regarde, eh bien, on voit qu'il y a différentes indications dans cette échographie abdominale. La première, c'est vraiment au cours de l'échographie abdominale, vous allez regarder les reins. Vous allez voir déjà qu'il y a 2 reins, et ça c'est très important, c'est une information primordiale. Savoir qu'il y a 2 reins, il peut y avoir une agénésie rénale, il peut y avoir eu des antécédents urologiques dans l'enfance, et un seul parenchyme rénal fonctionnel. Ça participe au diagnostic fortuit des tumeurs du rein, je vous ai dit plus de 85% des cas aujourd'hui.
Ça a permis de réduire la taille moyenne des cancers de plus de 9 cm autour de 5 cm, sachant que quand ces tumeurs sont plus petites, elles ont un stade d'extension évidemment qui est inférieur, un meilleur pronostic et ça autorise une prise en charge thérapeutique très différente. Ici, vous avez une petite tumeur du rein. Vous voyez, difficile à voir. Vous pouvez avoir un doute. Eh bien, n'hésitez pas, injectez un petit peu de contraste. Et vous voyez que dans cette tumeur du rein, il y a une petite image qu'on appelle microkystique. Et ça, c'est vraiment typique du carcinome à cellules claires. Donc, après, vous allez utiliser ces nouvelles techniques que sont l'échographie de contraste ou l'élastographie pour aller plus loin dans votre diagnostic. L'indication numéro 2, c'est aussi l'échographie qui est rénale réalisée en première intention pour les grands syndromes que sont la lombalgie fébrile, la colite néphrétique, l'insuffisance rénale et l'hématurie. Alors j'étais de garde hier soir et la réanimation m'a appelé ce matin à 5 h du matin pour me dire vite, 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 viens faire une échographie rénale. On a un patient en choc septique sévère, il y a 7 gamma de noradrénaline, il ne va pas bien du tout. Il faut réagir vite. Et donc, je suis arrivé dans les quelques minutes qui suivaient. Et l'anesthésiste réanimateur qui est là me dit mais je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Donc, c'est un patient qui a une douleur lombaire à droite. Et le médecin généraliste qui a été appelé a fait le diagnostic de colique néphrétique. Sauf que le patient lui a dit qu'il avait quelque chose dans le rein. Alors, colique néphrétique, le patient vous dit qu'il y a quelque chose dans le rein. Il faut aller plus loin. Et donc, il lui donne un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Le soir même, le patient est à 39,9. Le médecin généraliste revient. Il se dit « Ah oui, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe ». Il a fait le diagnostic de colique néphrétique. Le patient, quelques heures plus tard, à 39,9, frissonne. Et là, il lui fait une injection intramusculaire d'une quinolone. Et il lui dit si demain ça ne va pas mieux, rappelez-moi ». Eh bien, à minuit, le patient était en choc septique sévère et à 4 h du matin, il fallait lui monter une sonde urétérale. La leçon que je voudrais que vous reteniez de tout ça, c'est que l'échographie, vous voyez, que j'ai faite à 4 h du matin, j'ai dit syndrome de la jonction. Syndrome de la jonction, ça veut dire qu'il a une anomalie rénale, il a une stase d'urine dans ses cavités pilocalicielles. Il faut à tout prix, dans ce cas-là, évidemment, orienter ce patient dès l'apparition de la fièvre, immédiatement vers un centre capable de drainer les urines. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ce sont des pyélonéphrites sur obstacle, même si là, l'obstacle était purement inflammatoire lié à l'infection urinaire. Donc, il n'y avait pas de calcul. D'ailleurs, on n'a pas fait de scanner. Le patient est parti directement au bloc pour avoir une montée de sonde urétérale. Donc ça, c'est la leçon importante. Quand on a une lombalgie, quand elle devient fébrile, eh bien, c'est une urgence absolue. Il faut rechercher une anomalie de la voie excrétrice et dès qu'elle est diagnostiquée, il faut orienter le patient pour un drainage. Alors cet examen d'échographie, il est suffisant et ça c'est un point qui est souvent sous-estimé, c'est-à-dire qu'il répond à la question diagnostique dans plus de 50% des cas et il n'y a pas d'examen derrière. Trop souvent on a la vision de l'examen échographique, bon grosso modo il va y avoir autre chose derrière donc finalement c'est pas si important que ça. Non, non. Retenez bien, dans plus d'un cas sur deux, l'échographie suffit pour faire le diagnostic et pour arrêter la prise en charge diagnostique parce qu'elle apporte des éléments qui sont tout à fait essentiels. Si elle voit des anomalies, on va s'orienter vers le scanner, l'uroscanner, moins vers l'urographie intraveineuse aujourd'hui. L'anomalie de la voie excrétrice, le plus souvent, c'est la dilatation en calcul. Il faut à tout prix donner des informations sur la taille et la morphologie. Oui, je n'ai pas parlé de la morphologie du rein, bien évidemment. Le rein, ça a des contours qui sont réguliers. Quand on voit des encoches, c'est souvent le signe de pyélonéphrite chronique ou d'une atteinte infectieuse chronique. Et enfin, vous allez rechercher systématiquement des syndromes tumoraux solides ou kystiques. Kystique, c'est le kyste banal du rein. Et vous allez pouvoir faire le diagnostic aussi de tumeurs solides. Alors en deuxième intention, et ça c'est tout à fait particulier, c'est vrai dans des centres experts, c'est l'échographie rénale qui vient après le scanner ou après l'IRM pour préciser et pour donner des informations supplémentaires. Et ça montre que finalement l'échographie a une place aujourd'hui prépondérante dans l'exploration de la pathologie urinaire.
Donc c'est par exemple une masse rénale qui reste indéterminée au scanner. Je vous montre cet exemple. Vous avez une masse rénale, donc une tumeur. Une tumeur, c'est un syndrome tumoral, c'est une boule. Et on prend sa densité, 42 unités Hounsfield. On va ensuite faire un passage au temps artériel puis au temps tubulaire. Au temps tubulaire, on remesure la densité de cette tumeur, 50 unités Hounsfield. Elle ne se rose pas significativement, mais elle est trop dense pour qu'on puisse se permettre d'arrêter les explorations ici. Ça peut être une tumeur massivement nécrosée. Et donc, l'échographie va dire, j'examine ce rein, et là, je vais utiliser une sonde convexe, une sonde linéaire. Je vais optimiser mon examen en mode B, en Doppler couleur. Et là, vous voyez qu'elle répond tout de suite kyste. Donc, kyste hyperdense, c'est un kyste hémorragique. Donc, kyste hémorragique. Donc, vous avez immédiatement réglé le problème. Ce n'est pas une tumeur du rein. Et l'échographie vous permet de dire il n'est pas nécessaire de faire autre chose. Immédiatement, on va simplement prévoir un examen dans un an qui sera le plus souvent une simple échographie. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait essentiel. C'est l'échographie qui vient vous dire donner le diagnostic final après le scanner. Alors c'est aussi le cas, par exemple, des patients qui ont des toutes petites lésions du rein qu'on voit au scanner, qu'on appelle des micro-lésions d'allure indéterminée. Chez un patient qui a déjà eu un cancer, chez un patient lambda, on va dire que ce sont des microkystes qui sont trop petits pour être caractérisés au scanner, on ne fera rien du tout. Mais chez le patient qui a déjà eu un antécédent de tumeur du rein, eh bien, il va falloir aller plus loin. Et là, l'échographie aussi va pouvoir faire la différence entre une petite lésion solide et une petite lésion kystique. L'IRM, évidemment, jouerait très bien ce rôle aussi. Troisième point, c'est le kyste dense atypique versus la tumeur hypovasculaire. Tumeur hypovasculaire qui est massivement nécrosée. Eh bien, ce kyste dense, qui est hémorragique, vous allez tout de suite faire la différence en échographie, car un kyste reste un kyste, même s'il est dense. On peut voir un petit résidu au milieu, enfin des petits échos flottants, mais de toute façon, ça garde une structure liquidienne, alors que la tumeur solide, même quand elle est nécrosée, n'est pas liquidienne. Comment ? Alors, on a le renforcement postérieur, mais surtout, on a l'aspect anéchogène de la lésion. Et l'aspect anéchogène vous permet de faire le diagnostic de masse kystique. Et puis enfin, la surveillance d'un kyste remanié, ça participe entièrement à cette échographie de deuxième intention. Vous avez un kyste qui était faiblement atypique, on a fait le diagnostic, on a proposé une surveillance, un an après, on refait cette échographie. Donc la conclusion, c'est que toujours il faut regarder les reins lors d'une échographie abdominale parce que vous allez découvrir, c'est certain, dans une échographie sur 100, et ça va vite, donc peut-être une fois par an à peu près, une tumeur du rein. Cette échographie, c'est une échographie de l'appareil urinaire et ce n'est pas que le rein. Donc vous allez regarder le rein, parfois la surrénale, la voie excrétrice, l'urtère et bien entendu la vessie. Il ne faut jamais oublier la aorte dans cet examen parce qu'elle va tuer beaucoup plus vite que le cancer du rein et optimiser son examen à partir des réglages de la machine et bien positionner le patient. Et enfin, connaître les limites de l'échographie. De temps en temps, on arrive à faire le diagnostic, mais de temps en temps, on n'y arrive pas. Il n'y a aucune honte à dire j'ai bien vu ça, j'ai bien vu ça, j'ai bien vu ça. Par contre, je n'ai pas vu ci. D'accord ? Il faut savoir dire ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu et savoir quoi proposer derrière. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions,